Visualisation Montréal. Le numéro 15 aujourd'hui est Détroit et le futur de la DataVis. Ça veut dire plusieurs choses. C'est ce qu'on va voir. Le comité organisateur a changé un petit peu depuis la dernière fois, depuis qu'on s'est arrêté cette année. Christophe Villot, c'est moi-même, et Francis Gagnon de chez Voilà font partie des fondateurs. Maintenant, nous ont rejoint Thomas Hurtu, qui s'occupe de la technique aujourd'hui, et Florence Vallée-Dubois, qui va s'occuper entre autres de la conversation sur YouTube. On vous invite d'ailleurs à participer le plus possible. Après chaque présentation, il va y avoir une petite période de questions. Donc c'est vraiment le moment d'utiliser les bénéfices d'être live, d'être là au bon moment. Viz Montréal a été créé en 2014, on est 1900 membres à peu près, donc on est rendu au 15e. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Viz Montréal. Maintenant, vous pouvez venir discuter avec nous sur Discord. Ici, je vais partager ces diapositives-là, des diapositives, après le meetup, puis vous allez pouvoir donc aller directement nous rejoindre sur Discord. Et je vous rappelle qu'on est en direct sur YouTube, c'est enregistré, donc vous allez pouvoir partager la vidéo après. On a eu toutes sortes de commanditaires, on a eu toutes sortes de participants au fil des années, on est très fiers de ça. On essaie de vraiment faire la promotion de ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe dans le monde francophone. On aime ça aussi mélanger ça avec toutes nos connaissances d'experts en DataVis un petit peu partout dans le monde. On avait l'habitude de commencer les meet-ups avec une petite description de qu'est-ce que c'est la visualisation. Toujours quelque chose d'un petit peu différent selon qui en parle. Aujourd'hui, c'est moi qui en parle. Pour moi, la visualisation, c'est vraiment comment faire correspondre des données à des attributs graphiques. Des données, c'est rien. Quand on fait juste regarder les données, c'est un paquet de mots, un paquet de chiffres, on essaie de les organiser. La façon de les organiser, c'est de les faire correspondre à des attributs graphiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons voir. Moi, j'aime beaucoup un livre de Bertin, qui est assez ancien, qui s'appelle Sémiologie graphique. Un livre qui est assez difficile à retrouver en français, mine de rien. C'est pour ça que j'ai réussi à vous en trouver un PDF ici. Sinon, ben, vous pouvez attendre qu'il soit réimprimé ou bien l'acheter en anglais. J'aime bien voir ça sur le pipeline de DataVis. Comment on passe des données aux attributs graphiques? Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit sur ça. Ici, c'est un article en particulier où est-ce qu'on se dit, OK, il y a toutes sortes de choses qui se passent du côté des données. Il y a toutes sortes de transformations. Il y a des abstractions du côté des données. Il y a aussi des abstractions du côté de la visualisation jusqu'à en arriver à être sur papier, sur un écran, à prendre certaines formes. C'est quelque chose qui est très bien étudié. C'est quelque chose qui est aussi très bien formalisé. Par exemple, j'aime bien ce livre-là, mais qui est assez complexe, mais qui est très complet, qui s'appelle The Grammar of Graphics. C'est qu'on peut faire des grammaires avec ça. On peut vraiment faire des formalisations. Ici, par exemple, ce chapitre-là s'appelle How to make a pie, comment faire une tarte. En gros, comment faire un pie chart. Si on voit ça comme une boîte noire où est-ce qu'on met des données dedans puis des graphiques sortent, qu'est-ce qui se passe dans faire la tarte? Quand on regarde un peu, il se passe plusieurs choses. Il y a comme toute une algèbre de comment passer de l'espace de données à un espace qui est abstrait, qui est un espace là, de transformation, jusqu'à mapper sur des attributs graphiques. C'est quelque chose qui est très bien étudié, mais qui peut devenir très complexe. Ce livre-là a beaucoup d'algèbre relationnelle dedans. Il y a beaucoup d'articles qui sont écrits, celui-là est quand même relativement vieux, 1986, mais ça remonte de beaucoup plus loin sur... C'est tellement bien formalisé que ça s'automatise aussi. On peut dire, OK, donnez-moi les données, je vais vous faire des graphiques avec ça. Ça s'automatise bien parce qu'on connaît bien tous ces attributs-là. On connaît bien les phénomènes de perception aussi. Par exemple, quand je parle des attributs graphiques, qu'est-ce que c'est? La position, les longueurs, les angles, les densités de couleurs, des choses comme ça. C'est toutes des caractéristiques de perception qui sont bien étudiées, ou est-ce que quand on fait le bon mapping entre les données et les graphiques, on est capable de découvrir des motifs, on est capable de comprendre des relations.
Donc, on est capable vraiment là, de parler directement au cerveau des gens par le canal visuel, qui est un canal qui est bien adapté à trouver des motifs. Qu'est-ce que Détroit fait dans tout ça? C'est ce qu'on va voir, mais pas tout de suite. Parce que d'abord, ce que je veux présenter, c'est aujourd'hui, on est trois personnes. Moi, je vais faire une présentation. Olivia va en faire une. Naël va en faire une. Tous les trois, ce qu'on s'est donné comme thème, c'est un peu qu'on on part de Détroit, puis on s'en va ailleurs. On a eu des parcours différents. Ma partie sera sur les 10 ans de Détroit. Détroit a commencé, ça fait 10 ans. Donc ça fait quand même assez longtemps. Pour un outil web, c'est quand même un tour de force. Qu'est-ce que c'est comme outil? Allons voir. Détroit a un site web qui l'explique quand même assez bien, qui a des exemples, qui a de la documentation, qui a toutes sortes de choses comme ça. Mais en gros, c'est un outil de programmation. Il faut être programmeur pour pouvoir utiliser ça. C'est en JavaScript. Ça utilise les technologies web, HTML, SVG, CSS, Canvas, même du WebGL, etc. Donc, c'est en gros des briques de base pour construire ces outils de visualisation. Construire des visualisations ou construire des outils d'exploration de données. Donc, c'est quand même assez bas niveau. C'est quelque chose qui sort du milieu des académiques. Vous allez voir passer le nom de Mike Bostock souvent. D'ailleurs, dès que vous voyez passer le nom de Jeffrey Heer, lisez tout ce qu'il fait. Tout ce qui sort de son écurie est toujours excellent et très inspirant. Donc, ici, en lisant l'article, vous pouvez mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette librairie de graphiques-là. Maintenant, on n'ira pas trop loin dans qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais je voulais quand même en donner une sorte image. Sur le web, tout est fait dans par exemple, des lettres, des cases. Il y a comme tout un système pour faire de l'encodage de tout ça. Par exemple, si moi je voulais coder un diagramme à barre avec des éléments graphiques qui sont contrôlés par mon navigateur web. Par exemple, div, c'est rien d'autre qu'un rectangle. Ici, moi, je dirais, OK, j'ai des chiffres 4, 8, 15, 16. Ce que je veux, c'est prendre la largeur des rectangles et que ça corresponde à ces données-là. Par exemple, 4 va avoir 40 pixels, 23 va avoir 230 pixels. C'est comme ça que je suis capable de comparer toutes ces largeurs-là. Maintenant, faire ça à la main, si je voulais changer mon ensemble de données, il faudrait que je refasse tout. Il y a, il y a, il y a quelque chose de très difficile à le faire comme ça. Ce que D3 nous permet de faire, c'est de l'automatiser. En gros, on décrit comment on veut mapper les données au graphique. On dit, voici mes données, ça c'est mon ensemble de données. Pour chaque élément de mon ensemble de données, euh, disons que la largeur va être la valeur qui est en ce moment dans mon ensemble de données fois 10, et c'est ça qui va donner les pixels. Par exemple, 4 fois 10 va faire 40 pixels. Donc, vous voyez ici que c'est du JavaScript qui utilise les technologies web et qui permettent d'écrire comment on veut que les données soient mappées sur des attributs graphiques, comme la largeur, la hauteur, l'orientation, la couleur. OK? On n'ira pas plus loin que ça dans la description de qu'est-ce que c'est D3, mais c'est très bien étudié. Puis d'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait pour étudier tout ça. D3, c'est un outil, mais pour moi, c'est surtout une histoire de collaboration, c'est surtout une communauté. La DataVis aussi, c'est une communauté de gens qui veulent se développer des outils pour faire de l'exploration de données, pour mieux comprendre notre monde sous différents angles. Donc, j'aime bien que ça soit fondé sur des communautés, des gens qui ont à cœur de collaborer. Comment ça se traduit? Bon, ben, voyons d'abord que Détroit a 10 ans. Euh, on a fait quelques célébrations cette année. Vous avez tous les résumés sur le site qu'on a fait pour l'occasion, d3js.community. On a fait une sorte là, de parade, donc un concours de visualisation sur les données des 10 ans de Détroit. Moi, ma contribution à tout ça,
à part le site web et tout, mais j'ai mis une sorte là, de ligne du temps de ce qui s'est passé depuis les débuts de Détroit, puis on peut explorer, etc. Qu'est-ce qu'il y avait avant Détroit? Qu'est-ce qu'on faisait quand on l'avait pas? Qu'est-ce que Détroit est venu nous donner? Quand sont apparus, bon, quand est apparu le premier code source, les premiers outils pour qu'on puisse collaborer à ce code source-là, euh, quand sont apparus les premiers livres, les premières conférences, etc. Euh, les premiers meet-up, comme ce meet-up-ci est aussi, donc, quand on a fondé un meet-up à San Francisco, après ça, moi je suis revenu à Montréal, j'en ai fondé là, quelques-uns ici. Donc tout ça a des ramifications. Puis on peut suivre cette historique-là. Ce que je veux vous montrer, c'est quelques exemples d'évolution d'outils, de collaboration qui justement mènent à d'autres choses et à d'autres choses et qui s'amplifient comme ça. Par exemple, sur Détroit, comme en open source en général, on travaille avec des outils pour collaborer sur le code. Le code est quelque part, on peut le modifier, après ça on le resoumet, puis on peut être des dizaines de milliers de personnes à travailler sur le même code en même temps grâce à des outils comme ça, comme GitHub. C'est ici qu'on a toute la documentation de Détroit, qu'on a le code source de Détroit, etc. C'est ici aussi qu'on avait la galerie de Détroit. Donc, à toutes les fois que quelqu'un avait un nouvel exemple, on le mettait là. Mais moi, je l'entretenais beaucoup, j'en mettais, mais ça commence à devenir difficile, par exemple, de les catégoriser, de chercher à travers tout ça. Donc, à une certaine époque, je me suis dit, OK, je vais faire une autre galerie. Je vais tout mettre ça dans un Google Spreadsheet. Donc, tout le monde va pouvoir ajouter ces éléments. Euh, Après ça, on va pouvoir filtrer parce que on va avoir toutes les métadonnées pour dire c'est qui les auteurs, les types de graphiques. Puis c'est comme ça que j'ai fait une galerie de 2500 exemples. 2500, c'est beaucoup. Quand chaque exemple est quelque chose qui est une exploration de données et qui est un exemple de ce qu'on peut faire avec Détroit, qu'on peut le copier-coller pour le modifier, qu'on peut le repartager. Sur chacun des exemples, ça donne un lien vers la source. Par exemple, des choses du New York Times, parce que Mike Bostock est passé par le New York Times, etc. Plus tard, on s'est dit 2500 exemples, c'est pas assez. On s'est fait une galerie, maintenant défunte, 43 000 exemples. Donc, en gros, on s'est fait une machine pour pouvoir aller faire une liste de tous les exemples qu'on est capable de trouver, justement parce que la plupart de nous utilisons des systèmes communs. Donc on était capable de faire des robots pour aller chercher tous ces exemples-là, pour faire des captures d'écran, pour se faire des vignettes. Donc, on avait une galerie de 40 000 exemples. Ces exemples-là, c'est tellement important pour la communauté que Mike Bostock, en 2013, à I.O., sa conférence était complètement sur ça, était sur à quel point Détroit s'appuie sur les exemples construits par la communauté. Dans le même ordre d'idée, dans l'idée de l'évolution des outils, puis comment la collaboration peut comme amplifier tout notre travail, GitHub a aussi un outil un peu plus simple de juste de partage de code. Je mets juste un petit bout de code ici, après ça je peux envoyer le lien, quelqu'un d'autre peut, euh, peut le modifier, peut le repartager. Mais nous, vu qu'on est des êtres visuels dans cette communauté-là, on s'est dit, oui, mais on veut voir ce que ça donne. On veut pas juste voir le code. Donc, Mike a développé un petit outil qui s'appelle Blocks, blocks.org, où est-ce que ça prend le GIST, ça prend donc ce code-là ici, on l'ouvre dans cet outil-là, on peut voir le code, mais on peut aussi le voir rouler. Donc, on peut interagir avec. Ça a été très populaire dans la communauté. Ça a permis justement de faire encore plus d'exemples, de les partager encore plus. Donc, quelqu'un dans la communauté, Ian Johnson, a aussi parti un outil qui allait encore plus loin.
qu'en plus de pouvoir voir le code source, de voir le résultat, on peut modifier le code source, puis en temps réel, le résultat va changer. Puis en temps réel, on peut aussi copier ça, puis en faire une copie, le modifier en temps réel, puis voir toute la ramification de notre collaboration, qui était inspirée par une conférence très intéressante de Brett Victor qui s'appelle Inventing on Principle, qui dit à quel point nos outils sont statiques, à quel point le web est statique, à quel point la vision du web, c'était pas ça avant. C'était vraiment un espace de collaboration où est-ce que tout est dynamique. Cet outil-là, après ça, il y en a parti un Kickstarter, c'est devenu Block Builder. Ici, c'est le même exemple. Ça part encore du même GIST. La source est pareille, mais ici, je l'ouvre dans ça. Je peux encore interagir avec, comme avec le Blocks. Là, maintenant, je peux changer n'importe quoi en temps réel. Puis c'est ça qui va aller aussi dans la galerie. Donc, en plus d'avoir une galerie de 40 000 exemples, je peux toujours les ouvrir ici, je peux les voir rouler, je peux les modifier, puis après ça, je peux les repartager. Donc, c'est tous des outils d'amplification de ce qu'on fait dans la communauté. C'est ce que je voulais montrer avec ce petit survol là, des 10 ans de Détroit, c'est que pour moi, c'est pas un outil. L'outil est très simple. L'outil est juste le minimum pour pouvoir passer des données aux éléments graphiques sur le web. C'est tout. L'outil est quand même assez simple en soi. De l'utiliser, c'est pas si facile parce qu'il faut être un programmeur. Mais grâce à tout cet effort-là de la communauté, de construire des choses par-dessus les choses des autres, c'est comme ça qu'on a pu fournir tous ces exemples-là. Donc, qu'est-ce que c'est le futur de Détroit? Détroit va continuer d'être sur la collaboration, donc vous pouvez venir nous rejoindre sur le Slack ici. Donc, je vais partager tout ça. Vous allez pouvoir voir le Slack. Le Twitter, c'est celui que je maintiens depuis 2012 maintenant. On s'est fait une nouvelle liste d'envoi. Puis quand on veut poser des questions techniques, on se retrouve sur Stack Overflow où est-ce qu'il y a des centaines de milliers de réponses déjà toutes prêtes pour vous. Donc, D3 fournit les briques de base pour construire ces outils-là. Mais moi, ce que je vois dans le futur de D3, c'est de penser moins aux outils, de penser moins comme aux façons de construire, finalement de penser moins à notre marteau, puis plus à une maison, ça ressemble à quoi, puis encore plus, quel genre de maison on veut. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de librairies graphiques qui se sont développées au cours du temps. Il y a certains standards de librairies graphiques. Mais l'équipe de base de Détroit, dont Mike Bostock et plein de grands contributeurs de la communauté, ici, je fais juste vous montrer Vega, qui est une façon de construire des graphiques sans avoir à penser à ce niveau très bas des briques de base. C'est encore par la gang de Jeffrey Here. Mais ici, ce que je veux vous montrer, c'est Observable. Observable, c'est un notebook. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que je peux écrire des choses. En fait, c'est comme un manuel scolaire. J'ai du texte, j'ai des explications, j'ai des images, mais toutes les images, je peux les programmer pour qu'elles soient des interactifs. Par exemple, ici, moi, je me suis intéressé aux motifs sur les coquillages. J'ai trouvé un livre qui avait des vieux exemples en C++ puis en BASIC. Je les ai traduits en JavaScript, puis ici, bon, ben, ça me permet d'avoir quelque chose qui est interactif avec des presets. Puis après ça, je peux utiliser chaque partie de mon algorithme pour essayer de découvrir des nouveaux motifs qui pourraient ressembler à des motifs que je peux trouver sur d'autres coquillages. Donc, ce qui est intéressant, c'est que à chacun de ces éléments-là, je peux aller voir le code source. Puis, même chose encore une fois, j'ai le code, j'ai le résultat, c'est interactif. Mais maintenant, à la place de juste le faire pour apprendre ces outils-là, c'est vraiment fait pour apprendre quelque chose d'autre. Ici, c'est de la simulation de motifs sur des coquillages. Donc, dans la communauté, c'est un petit peu ça qu'on voit. C'est maintenant, on arrête de juste penser à nos outils, on pense à quel impact on peut avoir sur le monde en général. Puis c'est pour ça que je suis content d'avoir aujourd'hui Olivia et Naël, qui sont deux personnes qui travaillent
vraiment dans le storytelling, puis dans dire quelque chose avec les données.